Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. Tout de suite, c'est l'émission On en parle à Taïwan. Bonjour à tous, c'est Meguang. Floriane Dai et François-Xavier Boulet. Pour vous présenter l'On en parle à Taïwan de cette semaine qui traite plusieurs sujets comme d'habitude. Alors, nous allons parler de quoi ? À commencer par Fix. Alors moi, je ne vais pas vous parler de la chasse aux œufs de Pâques, même si la coutume oblige de le faire. Bonne fête. Mais je vais vous parler de la chasse aux ananas interdétroits. Ou plutôt des ananas taïwanais. On sait qu'il y a un problème avec la Chine et les problèmes continuent encore. En ce moment, dès qu'on parle de interdétroits et des ananas, ça sonne pas bon en fait. C'est vrai. C'est jamais très bon en ce moment. Voilà, quels sont les autres sujets ? Alors, on va parler du système de santé à Taïwan qui a été très bien classé récemment. Waouh! Et je vais vous parler d'un sujet d'actualité qui a marqué les médias taïwanais ces 2 dernières semaines. C'est des escales diplomatiques. La diplomatie des escales, c'est plus comme ça. La diplomatie des escales. Des chefs d'État taïwanais, en fait. Parce que ça se fait pas si facilement et c'est pas toujours le cas, en fait. C'est vrai. Alors, quel est le sujet qui inaugure la session de cette semaine dont on parle à Taïwan ? On va se battre pour savoir qui va débuter. Pierre, feuille, ciseaux à l'antenne. On fait ça vraiment ? Alors, 1, 2, 3. Ah, moi, j'ai perdu. Meg a perdu, donc ça va se décider entre le système de santé et les ananas interdétroits. Pierre, feuille, ciseaux. Ah ben voilà, c'est la santé qui commence. C'est la santé qui prime. Voilà, pour commencer en bonne santé, bonne année. Ah non, c'est pas maintenant, c'est Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques plutôt. Voilà, mais le cœur y est. Et puis la santé, c'est tous les jours, hein. C'est pas que voilà. Au début de l'année. Heureusement. Voilà. Et donc, eh bien, il y a le site Ranking Royals qui présente donc des classements sur des tas de sujets régulièrement. Qui en a publié un justement cette semaine sur la liste des villes qui ont les meilleurs systèmes de santé au monde. C'est villes. Par ville. Je croyais que c'était par pays. Moi. D'accord. Voilà. Et donc, est-ce que vous pouvez essayer de réfléchir ? Est-ce que vous pouvez deviner quelles seraient les 2 premières villes ? À Taïwan ? Tu veux dire taïwanaise ? Du monde. Du monde ? Si tu nous poses la question, c'est qu'il y a forcément une de Taïwan. Alors, je mettrai en numéro 1 Taipei. Et en numéro 2, Tokyo. Non, Tokyo sans doute. Kaohsiung en numéro 2 ? Ouais. Ouais, donc les 2 premières villes mondiales sont de Taipei. De Taïwan. C'est pas possible, c'est le gouvernement qui a acheté les votes. Tout de suite. Tout de suite. Non, là, on parle du système de santé. Hein. Oui, il faut comprendre. Oui. Alors, il faut comprendre pourquoi. Avant de passer à pourquoi, j'aimerais juste vous demander, alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une ville française qui se trouve parmi les 20 premiers numéros ? Et si oui, à peu près où ? Oui. Dans les 20 premiers, je dirais en place numéro 14, la ville de Bordeaux. C'est vraiment le plus grand de tous les hasards. Pourquoi ? J'en sais rien. Je veux dire au 13e classement, la ville de Lyon. Eh bien, c'est Paris qui est à la 19e place. Paris 19e, on n'était pas loin. Voilà. Mais je suis curieuse de savoir les 5 premiers, en fait, à part Taipei et Kaohsiung. Alors, à part Taipei et Kaohsiung, il y a aussi Gold Coast en Australie, Chiang Mai en Thaïlande, et Trondheim en Norvège. Pour les 5 premières, ok. Pour les 5 premières. Et ensuite, il y a Séoul, donc la capitale de la Corée aussi. Et puis des villes du Royaume-Uni, d'Équateur, Pays-Bas, Espagne. Tokyo arrive en 12e place. Donc, il n'y a pas du tout de ville allemande, par exemple, dans le système de santé mondial ? Non, pas dans les toutes premières. Il y a 2 villes espagnoles, il y a Madrid et Valence. Ensuite, seulement une ville des États-Unis, Cleveland. Oui. Ensuite, Mexique, Turquie, Vienne en Autriche, et puis encore Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni a 3 villes placées avant la première française. D'accord. Alors ce classement, il se fait selon quel facteur ? Tout ça, tu vas nous en parler, j'imagine. Oui, et bien justement, ce classement se fait selon 4 facteurs principaux. Le premier sont les infrastructures de santé. D'accord. Le deuxième, c'est le coût. Donc, combien est-ce que ça coûte vraiment pour pouvoir avoir accès à ces services de santé ? Oui. Le troisième, c'est le personnel médical. Donc, ça inclut à la fois les docteurs, mais aussi les infirmiers et tout le personnel médical en général. S'il est en nombre suffisant, etc. C'est ça comme facteur ? Je pense, oui. Et puis leur formation aussi.
Et puis, ensuite, le quatrième facteur, c'est l'accès à des médicaments de qualité. D'accord. Du coup, je pense que Taïwan domine déjà en termes de coûts de consultation Ça, c'est et sûr. d'opération, en fait, je Ouais. pense. Au Oui. niveau des infrastructures, c'est aussi vachement bien développé, hein, Taïwan. C'est De possible. plus en plus. Mais au niveau du coût, j'ai l'impression à Le coût, Taïwan, ouais, c'est si sûr. on est cotisé à l'assurance santé, une consultation en général, on paye un frais d'administratif en fait qui est de $150 taïwanais, donc à peine C'est 4 euros, moins de 5 euros, quoi. Moins de 5 euros en Ouais, fait oui, pour la une plupart consultation. des consultations, c'est Oui, vraiment très, et très du coup, bon je marché. pense que c'est ça qui fait que Taïwan soit parmi les Effectivement, premiers. c'était un des éléments qui était remarqué de Taïwan. Donc après, ils avaient présenté plusieurs faits généraux à propos de la santé, dont le fait que le système de santé universelle à Taïwan a été créé en 1995. Oui. Donc il a déjà quand même une certaine maturité. Après, il parlait de la carte, donc l'équivalent de la carte vitale, la carte de santé taïwanaise, qui a aussi une petite carte À puce. à puce, qui contient l'historique médical du patient, ses informations personnelles, s'il a été hospitalisé, par exemple, tout ça. Donc ça permet à tout le monde d'avoir accès à ces données-là très rapidement. Et puis, ils avaient souligné aussi le fait que le gouvernement de Taïwan paye pour beaucoup de choses, surtout les personnes pauvres, ou bien les soldats, les personnes qui sont auto-employés, et les agriculteurs ont aussi des frais qui sont encore plus bas par rapport aux autres. Il y a des financements qui sont prévus. Des réductions, des subventions. Donc voilà, ça c'est vraiment très peu cher en général. Parce que pour un salarié, par exemple, la cotisation à un système d'assurance santé universelle, on disait si on avait cette assurance, on paye un frais de consultation administrative pas très élevé. Tout à fait. Mais je pense que le taux de cotisation, c'est pas très élevé non plus. Je crois que c'est moins de 1000. Bien sûr, c'est proportionnel par rapport au salaire d'une personne, mais en général, c'est moins de $1000 taïwanais par mois, donc moins de 30 euros. 30 euros par mois. Et, une cotisation. Et si on cotise pas à travers le travail, on peut aussi cotiser indépendamment. Oui. Tout à fait. Donc, quand même avoir accès à ces ressources-là. Il y a aussi des systèmes de complémentaires, comme il en existe dans beaucoup d'autres pays du reste. Pour ceux qui peuvent se les offrir, ça fait que tu payes aussi encore moins cher. Là, c'est surtout en cas d'hospitalisation ou de frais médicaux annexes, quoi. Oui, tout ce qui peut être peut-être oculaire ou dentaire, par exemple, ça peut être mieux pris en charge avec des complémentaires. Tout à fait. Parce que le système d'assurance santé, avec tout ce qui est subventionné par l'État, il y a des choses qui ne peuvent pas être financées par l'État, en fait. Donc, il y a dès qu'on rentre dans une opération chirurgicale, il y a le minimum, ce qui est logique aussi, qui est couvert par le système universel, mais d'autre partie, c'est à chaque patient de payer, en fait. Tout à fait. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, après, ils avaient souligné, en ce qui concerne Taipei, effectivement, donc, les notes sont données sur 100, et donc, il y a plusieurs critères, et à chaque fois, il y a une note qui est donnée pour chaque critère entre -2 et +2. Donc, selon si dans cette ville, ça se passe très bien ou très mal ou juste correct. D'accord. Et donc, après, ils synthétisent toutes ces données-là pour en faire une note sur 100 qui donne le résultat global. Et la note de Taipei, du coup, sur 100, ça nous fait du... Ça nous fait du 86,4. 86,4. Et c'est la première ville au monde. Et c'est la première ville au monde. Et, voilà. Et Paris en est à 79,09. Ok. Et je pense qu'il y a un autre point très positif dans le système médical à Taïwan, c'est qu'une consultation peut se faire très rapidement. Oui. C'est-à-dire on n'a pas besoin de faire un rendez-vous chez le médecin pour attendre des mois afin d'avoir une consultation. En général, ça se fait même dans la journée, sans réservation, sans rendez-vous en fait. On peut même se présenter dans un grand hôpital où voilà, il y a tous et les une spécialistes. clinique pour avoir directement des consultations en fait. Oui, c'est vrai que le temps d'attente est très court en général à Taïwan. Et il y a des cliniques un peu partout. Enfin, je veux dire. C'est très. Je pense qu'il y a une question d'efficacité dans ce soin. En fait. Oui. Et le revers de la médaille fait que je me souviens dans l'actualité, on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça. Les Taïwanais vont aussi très souvent, même trop souvent,
aller voir le médecin pour avoir des médicaments parce Voilà. que c'est tellement accessible que un petit mal de tête ou je commence à tout sauter, vite, je vais chez le médecin, j'aurai ma prescription, mon médicament, mes pilules, etc. Oui. Ce qui n'est pas forcément Il y a non un plus une bonne gaspillage. chose. Il y a un Mm. Un gaspillage gaspillage des aussi. ressources Oui. de Ouais. santé, oui. Alors justement, le système de santé à Taïwan, il inclut les frais d'hôpitaux, les premiers soins, donc tout ce qui est urgence, Mhm. les prescriptions médicales quand c'est demandé par un docteur, et aussi la médecine chinoise traditionnelle. Oui. Voilà, ce sont Voilà. les quatre aspects qui sont pris en charge Mm. par le système de santé. Donc c'est assez intéressant parce que je pense qu'en France, on n'aurait pas pensé au fait qu'une médecine comme la médecine chinoise traditionnelle puisse être prise en charge Voilà, oui. par le gouvernement. Comme il y a Tous beaucoup les de traitements, consultations à parallèles. Taïwan, donc c'est Mhm. normal aussi en quelque sorte que ce soit pris en charge par le gouvernement en fait. Voilà, Mm. donc les deux systèmes de soins cohabitent très bien. Et souvent d'ailleurs, les gens vont voir les deux selon ce que c'est ou selon la gravité. En fait, c'est Ouais. très fréquent d'aller à la fois voir le docteur traditionnel et C'est vrai qu'ils sont de pas en médecine opposition, quoi. occidentale. Ouais. Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça beaucoup de Taïwanais d'outre-mer qui vivent à l'étranger continuent à cotiser chaque mois pour pouvoir bénéficier des subventions du public en fait lorsqu'on fait des opérations à Oui. Taïwan. Donc, Parce que il y a- s'ils arrêtent de cotiser, il faut Voilà. un laps de temps Je crois à que leur c'est retour 6 mois, Oui. il me pour semble. pouvoir recotiser. Voilà, Mais du dans coup- beaucoup de pays, il y a ce même système. Du en coup, le fait de continuer à cotiser, ça coûte rien, mais Mhm. on peut avoir des consultations ou des opérations intéressantes par la suite en fait. effet. Mhm. Voilà. Ils avaient aussi remarqué l'efficacité administrative, puisqu'il y a seulement 1% des frais médicaux en général à Taïwan qui sont consacrés aux dépenses administratives. Donc ça, c'est quelque chose qui a souligné aussi. C'est vrai. Voilà. Voilà. Merci à Floriane pour ce sujet. Donc, n'hésitez pas à venir cotiser et consulter à Taïwan. Moi, Non, je me je sens en plaisante. bonne santé. Ne gaspillez pas les ressources. Et fixe maintenant à toi. Oui, alors moi, je ananas. crois que je vais envoyer les ananas voir le médecin. Ça coûterait moins cher que Non, de on sait l'exporter. voilà, en fait. on sait que Taïwan produit beaucoup d'ananas et parmi les ananas exportés, c'est environ 430 000 tonnes annuelles. Mhm. Et parmi ces 430 000 tonnes, il y a 45 000 tonnes, donc un petit peu plus de 10% qui sont à l'exportation. Et 97% de ces exportations étaient principalement Chine. vers la Chine. Je dis étaient parce que depuis le 1er mars 2021, il y a eu le fameux ban chinois qui interdit les Ouais. importations d'ananas parce qu'il y avait des insectes, parce qu'il y avait, etc. Parce qu'il y avait surtout de la tension interdétroit, osons le dire, quoi. Et peu à peu, certaines restrictions ont été levées, mais les ananas souffrent encore beaucoup de ce problème d'importation vers la Chine. Alors, les agriculteurs se sont tournés vers d'autres marchés, le Japon Japon. notamment en tête, et les autres pays d'Asie du Sud-Est qui importent beaucoup d'ananas. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est parce que la Chine a réussi à développer une variété d'ananas taïwanais. Vous savez, ce fameux ananas au goût ou à l'arôme de mangue, qui fait un peu la spécialité du savoir-faire agricole taïwanais, en fait. Eh bien, la Chine a réussi à le développer de manière illégale, puisque Taïwan a posé un brevet pour cette variété d'ananas, et la Chine l'a développé sans demander l'avis à Taïwan. Oups. Alors du coup, ça défraie la chronique cette semaine, bien évidemment. Le gouvernement a tout de suite intervenu, enfin les députés, pardon, le Parlement veut déjà un projet de loi pour amender et renforcer la protection de ce savoir-faire taïwanais agricole et essayer de mettre la Chine à l'amende. On n'y arrivera pas, mais au moins, C'est on même va pas essayer. pour mettre la Chine à l'amende, en fait. C'est surtout les Taïwanais. Parce que Voilà. si ça arrive, l'ananas, c'est pas le premier produit agricole qui rencontre ce genre de problème, en fait. De toute façon, c'est pas les Chinois qui sont venus pour récupérer les graines ça, le pour problème. repartir en Chine. Ouais. C'est surtout les Taïwanais Et qui du ont coup, décidé d'aller de faire des l'amener affaires là-bas. en Chine. Voilà, et du coup, le renforcement de la loi, c'est, voilà, quand je dis mettre à l'amende la Chine, c'est essayer de limiter cette pratique, justement, d'exporter de manière illégale, soit un savoir-faire, soit les semences de ces ananas, quoi, qu'on appelle les Taïnon numéro 23. Alors, à Taïwan, il y a eu plusieurs années de recherche, de travail à la fois scientifique, technologique et agricole pour réussir à faire cette culture à maturité. Et c'est en 2018 qu'on a vraiment réussi à faire cette bonne variété de manière stable.
Et ce fruit d'effort, finalement, aujourd'hui, il y a 20 hectares qui sont cultivés pour cette variété, le Taiyong 23, mais qui sont remis en question parce que la Chine les propose les mêmes, avec apparemment un arôme qui est très très similaire et sans doute à des prix défiant toute concurrence, comme souvent, quoi. Mais de toute façon, je pense pas que ça joue grand-chose, ni pour le marché taïwanais, ni pour l'exportation taïwanaise, dans le sens où aussi c'est cultivé uniquement sur 20 hectares. Donc c'est un marché, c'est un marché plus limité, mais et vu pas que c'est exporté. quand même des ananas qui se vendent mieux parce que c'est une valeur ajoutée, quoi, aux ananas. Donc les agriculteurs, ils pensent pas comme ça, tu vois. Ils font grise mine, ça se comprend. Je comprends ton point de vue que je partage aussi. Et c'est sûr que c'est pas la fin des ananas taïwanais, loin Parce de que là. Taïwan n'importe pas Exactement. cette espèce de... Enfin, on va pas importer des ananas depuis la Chine et on Non. n'exporte pas cette variété non plus. Donc, je suppose que ça change. C'est surtout, ce qui est scandaleux, c'est la fuite Tout à fait. de savoir-faire, en fait. Alors du coup, la nouvelle loi, c'est une loi qui existe déjà pour protéger les variétés endémiques, en fait, ou indigènes, je sais pas comment on parle pour les... Je pense qu'on peut dire endémiques pour des plantes comme ça, ou même des fruits. Et l'amendement voudrait être beaucoup plus dissuasif qu'à l'heure actuelle, avec rajouter des peines de prison. Donc il y aurait 3 ans de prison assortis d'une amende qui va jusqu'à, alors je l'ai noté quelque part, jusqu'à 90 000 euros, donc 3 millions de dollars taïwanais, alors qu'aujourd'hui, c'est 10 fois moins. Et il n'y a pas de peine de prison. Donc l'amendement voudrait vraiment stipuler ça, quoi. Toute personne qui fait un commerce illicite des plants identifiés comme endémiques à Taïwan, il pourrait avoir 3 ans de prison et une amende allant de 600 000 dollars jusqu'à 3 millions, donc 18 000 à 90 000 euros. Alors si l'amendement passe, c'est vrai que ça va peut-être en refroidir plus d'un, parce que ce serait quand même un peu plus dissuasif. Mais en même temps, c'est difficile de prouver. Mais est-ce qu'ils gagneront 10 fois plus en le faisant là-bas ? Bah oui, c'est ça. Et comme tu dis, combien est-ce qu'ils reçoivent en faisant ce commerce-là, voilà. c'est peut-être Déjà. encore plus que cette amende. Ouais. Oui. Et le problème, comme dit Meg, c'est difficile de prouver. C'est ce que dit aussi un des responsables de la commission ministérielle de l'agriculture. C'est presque impossible de demander, que ce soit à la partie chinoise ou à celui qui a exporté ses graines, de prouver la légitimité du transfert ou de l'appartenance de cette culture et qu'est-ce qu'il fait avec ou à quel jour, à quel moment il l'a amené. Enfin, retracer l'origine et puis toute cette fraude, c'est quasiment impossible. Donc les mettre à l'amende, c'est bien sur le texte, ça peut dissuader, mais il y a toujours un moyen de contourner et il y aura des contrôles très très complexes à mettre en place. Je pense, parce que c'est facile de quitter Taïwan avec ce genre de produits protégés. Oui. Parce qu'en général, on protège plus à l'arrivée, en fait, pour éviter que le secteur ne soit pas influencé par les espèces étrangères. Et du coup, si la douane chinoise n'applique pas un contrôle aussi sévère et laisser passer tout ce que Taïwan emmène là-bas, donc je pense que c'est quasiment impossible de contrôler, en fait. Alors on disait, c'est pas énorme le marché des ananas, enfin ce marché des ananas à la mangue. J'ai pas les chiffres sur cette variété, mais en général, les ananas taïwanais rapportent chaque année quelques 42 millions d'euros. Oui. Donc c'est quand même pas mal. Oui. Mais sur les 42 millions d'euros, dont il n'y a que 10% à l'exportation, oui. 90% sont consommation locale et même gaspillage parce qu'il y a surproduction. Tous les ans, on a ce même problème. Oui. Du coup, si Taïwan arrive, à mon avis, à mieux gérer déjà ses cultures d'ananas, il y aura une valeur ajoutée encore plus belle. Tout à fait. On pourra peut-être multiplier par 2 les chiffres que je viens de vous dire. Il faut espérer. Donc, manger des ananas. Et oui. Ça aide à rester en bonne santé, c'est plein de vitamines. Voilà. Alors, en dehors des ananas, vous vous souvenez, ça avait été même une question d'un concours pour nos auditeurs. Il y a d'autres produits taïwanais, le mérou, voilà. qui sont interdits en Chine. Il y a le mérou, il y a les jamboses. Il y a certains, le jambose et la temoya, la pomme cannelle, certains agrumes. Alors moi, ma question, c'est si la Chine les bannit, est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas en train d'en faire des copies sont made in China, des produits endémiques de Taïwan? Non, c'était avec la petite conclusion en humour, bien sûr. Je pense que c'est une question que tu peux poser à Xi Jinping la prochaine fois que tu le rencontres, par exemple. Voilà. Mais pour l'instant, il est bien où il est. Il vient bientôt à RT. Non, il est bientôt à RT. Et de toute façon, les journalistes sont libres de poser des questions à Xi Jinping. Tout à fait. Mais c'est une question et il que répond les Français... très ouvertement, très transparent. Voilà. Oui. Les Français auraient pu faire passer cette question à M. Macron s'il nous écoute, puisque cette semaine, il était aussi à côté de Xi Jinping.
Peut-être que c'est pas trop tard. Xi Jinping. Parce que M. Macron nous écoute aussi, bien sûr. Voilà, mais là il aurait fallu qu'ils nous écoutent en avance, qu'ils soient encore en Chine au moment de la diffusion du programme. Une prochaine fois. Là, on rêve un peu trop. Là. Et le sujet dont je vais traiter, c'est également en lien avec la Chine, mais indirectement, puisque nous allons parler de la diplomatie des escales. On sait que récemment, Tsai Ing-wen a effectué une visite d'État en Amérique centrale, au Guatemala et à Belize. C'était une visite de 10 jours. Et en tout et pour tout, Tsai Ing-wen a effectué sur les 10 jours, en enlevant les heures de vol, 4 jours sur le sol américain, donc 2 jours pour aller en faisant une escale, et 2 jours sur le retour en faisant une escale. D'accord. Et du coup, c'est toujours quelque chose qui est très observé dans le sens où, dans quelle ville le président taïwanais effectue une escale, combien de temps il reste, et est-ce qu'il arrive à faire des rencontres publiques. Ça a toujours été quelque chose de très observé. Et du coup, cette fois-ci, géographiquement parlant, c'est intéressant dans le sens où Tsai Ing-wen a effectué une escale sur son chemin d'aller à New York. Oui. Alors, en fait, depuis la rupture des relations diplomatiques entre Taïwan et les États-Unis en 1979, les États-Unis avaient toujours une liste de Black 5, c'est-à-dire il y a 5 personnes taïwanaises qui n'ont pas le droit d'aller à Washington. Donc c'est le président, le vice-président de la République de Chine-Taïwan, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense. Donc pour Taïwan, en dehors de Washington DC, on ne peut pas vraiment y aller. Le lieu le plus intéressant sur le plan diplomatique et politique, c'est là où il y a le siège de l'ONU. Ah oui. Donc New York. Donc New York. Donc cette fois-ci, Tsai Ing-wen est restée à New York pendant environ 2 jours. Oui. En fait. Et cette fois-ci, Tsai Ing-wen, ce qui est important aussi, ce qui est assez... Donc c'est déjà non seulement le choix de la ville, et en plus, sur son chemin de retour à Los Angeles, elle a fait une rencontre publique avec le président de la Chambre des représentants des États-Unis, en fait, Kevin McCarthy. Oui. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir que la diplomatie des escales n'a pas toujours été aussi simple pour Taïwan. Oui. Par exemple. Donc on sait déjà que depuis la rupture des relations diplomatiques, Taïwan n'avait quasiment jamais envoyé de responsables politiques de haut rang, en fait, au niveau présidentiel, aux États-Unis. Oui. Et jusqu'à ce que Lee Teng-hui, qui a présidé Taïwan entre 1988 et l'an 2000, qui a commencé à parler d'une diplomatie pragmatique, c'est-à-dire on va faire ce qu'on peut pour faire connaître Taïwan. Si on se reste coincé avec le nom de la République de Chine, jamais on n'arrive à faire quoi que ce soit. Du coup, c'est lui qui a commencé à vouloir faire des escales aux États-Unis. Et c'était que des escales techniques au départ, c'est ça? Oui, du coup, ça ne peut pas commencer aussi facilement. Donc, la première fois, c'était en mai 1994. Donc, au nom de participation à l'inauguration présidentielle de Costa Rica. Donc, Lee Teng-hui et aussi en Afrique du Sud, Lee Teng-hui avait entamé une visite en Amérique, mais aussi en Afrique. D'accord. Donc à ce moment-là, le Costa Rica était allié diplomatique de Taïwan. Tout à fait. Et du coup, sur le prétexte de repos nécessaire au président, on avait demandé à ce qu'on fasse une escale. Cette fois-ci, c'était aux États-Unis. Mais étant donné que c'était la fin des sanctions politiques américaines vis-à-vis de la Chine avec Bill Clinton qui souhaitait renouer des liens avec Pékin, et du coup, c'était pas une proposition bienvenue parce que Lee Teng-hui aurait souhaité passer une nuit à Hawaï. D'accord. Et bien sûr de fait de rencontres entre guillemets, mais les autorités de Clinton n'avaient autorisé que l'avion présidentiel se pose à l'aéroport militaire de Honolulu. Oui, et faire le plein, point barre, quoi. Faire le plein. Et du coup, pour faire un geste de boycott, Lee Teng-hui a refusé de descendre de l'avion. Du coup, il a reçu le président de l'AIT, donc l'Institut américain de Taïwan, dans l'appareil. Dans l'appareil. Il a refusé de mettre le pied au sol américain. Donc après cette escale, ce traitement qui a plus ou moins irrité les députés, aussi les médias américains, Lee Teng-hui a réalisé
l'année suivante, en juin 95, une visite classée par visite privée par les États-Unis pour prononcer un discours à son université d'origine, donc Université Cornell. Donc c'était quelque chose de classé, mais uniquement privé en fait, d'autres privés. Mais c'était déjà une première. C'était déjà il avait quand même le titre de président. Oui, et par la suite, en 96, il y avait le crise de missiles, en fait, interdétroit. Et par la suite, jusqu'à la fin de son mandat, Lee Teng-hui n'a effectué qu'une escale à Honolulu, encore une fois, mais de 2 jours. Et depuis l'arrivée de Chen Shui-bian en poste entre 2000 et 2008, il a effectué en total 17 fois d'escale aux États-Unis. Et le voyage le mieux classé, c'est plus en novembre 2003, où il avait reçu un prix des droits de l'homme décerné par la Fédération internationale des droits de l'homme. Mais par la suite, comme M. Chen Shui-bian avait lancé un référendum à Taïwan pour intégrer l'ONU, ça a plutôt irrité les États-Unis. Et par la suite, Chen Shui-bian, 2 années de suite, en 2007 et 2008, il avait plutôt été négligé, entre guillemets, par les États-Unis, puisqu'il était autorisé uniquement à faire le plein d'1 heure à Anchorage, dans l'Alaska en fait. Donc, c'était pas quelque chose de très sympathique. C'était pas Anchorage. Et pour Ma Ying-jeou, qui a présidé Taïwan entre 2008 et... Est-ce qu'il a fait des escales aux États-Unis? Tout à fait, entre 2008 et 2016. Il a fait 19 escales aux États-Unis, avec une fois à New York et avec un arrêt de 40 heures. Et en 2015, il était passé à Boston, mais il avait participé à un forum à l'université Harvard, donc son ancienne université aussi, mais c'était également un forum à huis clos en fait. À titre privé. À titre privé, oui, plutôt. Et Tsai Ing-wen a effectué, comprenant cette fois-ci, 12 escales aux États-Unis en considérant les 3 années de vide de Covid-19. Et donc, la dernière fois, la visite la plus médiatisée, c'était en septembre 2019. Elle avait fait une escale à New York et elle avait participé à un forum soi-disant académique à l'université Columbia avec plus de 500 participants. Donc, et là, cette fois-ci... Cette fois-ci, c'est à New York et à Los Angeles. Et Los Angeles, on dit que c'est une rencontre historique, puisque c'est la première fois qu'un chef d'État de Taïwan rencontre un président de la Chambre américaine des représentants là-bas et pas ici. Et la 3e au total. Donc, elle a non seulement reçu un prix de leadership, je crois, à New York, mais à son retour, donc, elle a rencontré McCarthy, donc président de la Chambre des représentants, avec une participation assez nombreuse des différents députés bipartisanes, en fait. Donc, c'était vraiment une visite historique, entre guillemets, dans le sens où elle a bénéficié. Ça prouve aussi, c'est pour ça que McCarthy a dit que les relations entre Taïwan et les États-Unis n'ont jamais été aussi bonnes, en fait. Voilà, donc, comme quoi les escales, c'est important. C'est pour ça qu'on parle de la diplomatie des escales. Voilà, ainsi doit se conclure notre émission On en parle à Taïwan de cette semaine, présentée par Mei Guang, Florian Dai et François-Xavier Boulet. Merci de votre écoute et à très bientôt. Bye. Joyeuse Pâques.